Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, un invité de marque car vous l'avez sans doute déjà vu à la télé pour ses exploits et apparitions dans des émissions de grand public. Une véritable icône des années 2000. Aujourd'hui, il s'épanouit dans la tech où il développe un projet rupturiste dans le milieu des télécoms puisqu'il s'agit de Taïg Chris, CEO et fondateur de OnOff. Taïg nous partage son histoire incroyable avec une enfance qui sort des standards puisqu'il n'a jamais mis les pieds à l'école et a tout appris par lui-même. Nous reviendrons sur sa première vie professionnelle sous les projecteurs et les compétitions de haut niveau et comment après des années entières dans cet écosystème, il décide de changer de vie. Il nous partagera alors toute son histoire entrepreneuriale, sa vision de l'échec et comment avec la passion et du travail, il a réussi à changer le regard que les gens portaient sur lui et pouvoir monter un projet dans un univers très fermé. Enfin, on échangera sur son engagement au sein de l'écosystème des startups puisque Taïg est ambassadeur du programme French Tech Tremplin et membre du board de France Digital. Accrochez-vous car le témoignage de Taïg est poignant et est la résultante d'une vie pleine d'énergie et de passion que je suis fier de pouvoir vous proposer aujourd'hui. Avant de vous laisser avec Taïg, je tenais à vous remercier pour votre soutien et fidélité au podcast depuis le premier jour. Le simple fait de nous écouter et de parler de l'émission motive toute l'équipe à vous proposer toujours du contenu de qualité. Je referme cette parenthèse et je vous laisse enfin avec Taïg Chris, CEO de OnOff sur le podcast de Senpai. Bonjour Taïg. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Écoute, ça va bien et toi? Écoute, très bien, très bien, très bien. Je suis ravi qu'on fasse ce call ensemble et voilà, de pouvoir échanger comme on veut sur mon aventure et sur toutes les aventures de la tech. Écoute, plaisir partagé. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, Taïg, est-ce que tu pourrais te représenter très rapidement en quelques minutes? Alors, en quelques minutes, je m'appelle Taïg Chris, j'ai 45 ans, je suis arrivé en France quand j'en avais 5. Je suis moitié grec, moitié algérien. Mes parents étaient artistes et j'ai eu une première vie en tant que sportif dans le roller. J'ai eu la chance d'aller au bout de ce rêve. J'étais passionné de roller, donc j'ai eu la chance de devenir champion du monde pendant de nombreuses années et de vivre de cette passion pendant très, très longtemps et de gagner les X Games aux États-Unis, après faire des records du monde en sautant de la Tour Eiffel en roller et au Sacré-Cœur. Et après de Impressionnant pouvoir, ça. voilà, ça c'était impressionnant. Et après de pouvoir rebondir en faisant des émissions télé comme koh Pékin Express, Danse avec les stars, ou même en étant présentateur de ma propre émission. Et en parallèle de tout ça, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur puisque j'ai créé plein de différentes boîtes. Au début dans mon univers de sport extrême, on va dire, et petit à petit en grandissant, j'ai changé d'univers et maintenant j'ai été totalement changé puisque je me suis lancé dans la tech il y a 6 ans, en partant vraiment en bas de l'échelle, sans rien connaître, en étant finalement tout seul, pas vraiment d'argent de côté, mais avec beaucoup d'idées et de passion. Et du coup, aujourd'hui, je suis le fondateur de OnOff, qui est un opérateur télécom dans le cloud, qui propose plein de services télécoms et notamment une application qui est téléchargeable sur l'Apple Store et Google Store, qui s'appelle OnOff et qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Donc voilà, si les gens veulent un deuxième numéro, ils peuvent le faire, un deuxième 06 ou même un numéro anglais ou américain. Ils peuvent le prendre à travers l'application que j'ai créée qui s'appelle OnOff. Voilà, en D'accord. quelques mots. Super, on va revenir un petit peu en détail sur tout ça et moi personnellement, je t'ai découvert, dans la sphère privée, Ok, notamment par le biais des émissions. Alors je crois que la première fois que je t'ai vu, c'était à koh ok. et je ne connaissais pas ton parcours entrepreneurial et encore moins ton histoire qui est, ma foi, très inspirante. Ouais, Heu, Peut-être qu'on peut commencer par ça. Tu l'as évoqué, tu vois? Tu viens d'une famille, du coup, tu es métissé et ouais, issu de l'immigration. ouais, Moi, totalement. ce qui m'a beaucoup interpellé, parce que je t'ai entendu déjà un petit peu raconter ton histoire, c'est que clairement, tu étais pas destiné à ton parcours.
typiquement, tu as fait, tu un parcours de haut niveau, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant. En tout cas, tu as arrêté en 2010, je crois, c'est Ouais, ça? 2010, ouais, ouais. Et après, tu as enchaîné sur l'entrepreneuriat avec une grande réussite quand même mais rien ne te destinait à ça parce que moi, ce qui m'a choqué à l'époque, c'est que tu disais que tu avais pas fait l'école, par exemple. Exactement. En fait, c'est rien me rien me destinait à en fait, je j'aime pas trop le mot dire on est destiné à quelque chose ou pas destiné à quelque chose, mais c'est vrai que quand on regarde la vie, on va dire normale, le cursus normal de la majorité des gens, ils font des études et avec les études qui suivent, on peut plus ou moins, on va dire réussir dans la vie. En tout cas, c'est l'image que la société nous donne. Mais finalement, le monde a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, les jeunes apprennent un métier, mais ils savent très bien que dans leur vie, ils vont faire plein de métiers différents parce que le monde bouge, le monde est en constant changement, ce qui est différent par rapport à nos parents. Nos parents, quand ils étaient jeunes, ils apprenaient un métier. Et une fois qu'ils le faisaient, ils le faisaient pour le reste de leur vie. Alors que vraiment, aujourd'hui, les choses sont très différentes. Donc alors, on est dans un monde où il faut être beaucoup plus débrouillard parce que tout va très vite et c'est cet excès de débrouillardise et d'être dans l'air du temps qui fait en sorte qu'on arrive à s'adapter, qu'on trouve des opportunités. Et moi, du coup, j'avais, bien sûr, quand j'étais jeune, j'avais des amis qui disaient à mes parents: «Mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il va être balayeur de rue». C'était la grande phrase que j'entendais toujours, hein, parce que mes parents ont fait ce choix de ne jamais me scolariser. Quand je dis jamais, c'est même pas une journée en maternelle. Donc le fait que je sois jamais allé à l'école, que je n'ai aucun diplôme et que je n'ai rien appris d'une façon scolaire et que j'avais juste les bases, lire, écrire et compter, globalement, aurait dû dans l'imaginaire des gens beaucoup me bloquer dans cette vie et me mettre des barrières. Sauf que en contrepartie, mes parents, ils m'ont dit: «Tu ne vas pas à l'école, mais suis tes passions, fais-le à fond» et ils m'ont laissé arriver à apprendre par moi-même. Donc en fait, ce qui peut paraître a priori à la première idée comme ça d'être un handicap, était devenu une grande force parce que oui, j'avais des lacunes, je parlais pas de langue étrangère, j'avais pas fait de maths, je n'y connaissais rien dans le business et cetera, mais j'avais une liberté de penser et une force de travail une façon d'apprendre par moi-même et de savoir rebondir sans limite. Et donc, quand on se retrouve dans la vie active, alors oui, bien sûr, je suis parti en bas de l'échelle, il fallait que j'apprenne comment on crée une boîte, les erreurs, je les ai faites, I heard the hard way, comme on dit. Tu vois, j'ai appris de la façon dure en me prenant des portes dans la gueule, mais au moins j'apprenais à chaque fois, j'apprenais de mes échecs, etc. Et donc, ce qui était en fait, ce qui était dur finalement, maintenant quand je résume, quand je réfléchis à toute la première vie que j'ai pu avoir, ce qui était dur, c'était de sortir de mon milieu. C'est pas trop avoir fait des études ou pas des études, parce que le fait de pas avoir fait d'études, j'avais justement cette liberté de penser. Mais ce qui était dur, c'était de sortir de mon milieu parce que j'étais dans un milieu qui avait aucune connaissance de ce genre de choses. C'est-à-dire que je ne pouvais pas demander à des amis, puisqu'il y a aucun de mes amis qui était entrepreneur, qui avait monté des boîtes, qui savait comment on fait un business plan, et cetera, qui avait même une idée de business, création de marque, et cetera, et cetera. Et également, dans un milieu très modeste, plus artistique, puisque mes parents étaient artistes, ma mère sculpteur et mon père acteur, metteur en scène. Mais D'accord, donc, j'allais te demander. ouais, mais du coup, j'étais aussi dans un milieu très très différent que des gens potentiellement de la haute société ou ce genre de choses. Donc en fait, ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, quand j'ai commencé à devenir sportif jusqu'à maintenant, globalement, c'est que j'ai commencé, avec ma carrière de sportif, à côtoyer des gens de milieux différents. Et en côtoyant ces gens-là, j'avais toujours et j'ai toujours mes amis d'époque qui sont finalement de milieux plus modestes ou pas businessman ou etc. Et j'ai côtoyé et je côtoie et maintenant j'ai des amis dans tous les types de milieux. Et donc en rencontrant des gens d'autres milieux, et ben ça a commencé à m'ouvrir l'esprit et j'ai commencé
puisque je n'y connaissais rien, à demander, à poser des questions toute la journée sur leur milieu pour essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là, etc., etc. Et pour commencer à comprendre les codes de parole, les codes de business, Mmh. etc. Donc en fait, je me dis aujourd'hui, si si demain j'ai des enfants, ce qui n'est pas encore le cas, mais en tout cas, si j'ai des enfants, je les enverrai pas, sûrement pas à l'école. En tout cas, je créerai peut-être une école par moi-même si j'ai des enfants, et je leur Prochaine donnerai, entreprise à créer du coup. voilà, exactement, et je leur donnerai cette liberté de penser que j'ai la chance d'avoir, mais je leur donnerai quelque chose en plus que moi je n'ai pas pu avoir, qui leur fera gagner du temps. C'est la connaissance sur le monde en termes de business et en termes d'industrie et en termes d'économie, etc., etc. Et en termes Waouh! de loi. Et ça fait gagner énormément de temps. Parce qu'une fois qu'on a compris légalement, juridiquement, légalement, financièrement, politiquement, businessment parlant, comment le monde fonctionne, bah après, c'est beaucoup plus facile d'élaborer une stratégie pour D'accord, ça me trouver rappelle, sa place là-dedans. tout à fait, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ça me rappelle un adage que je ressors souvent moi à mes équipes, c'est: «Vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine». Mmh. Là, on a tendance à dire que l'école remplit effectivement de pas mal d'informations, utiles ou pas utiles, ça c'est un sujet. Mais toi, ce qui ressort dans ton histoire, c'est que tu as appris de la vie et que tu as pu t'adapter. Tu as une forme de curiosité naturelle qui, Ouais. est une j'ai envie de dire, voilà, c'est ça qui t'a permis de te développer, de t'entourer aussi parce que tu as cette intelligence-là aussi. Mmh mh. Mais je me demande justement, est-ce que dans ton développement, tu vois, le tu as écrit, c'est un peu jeune comme ça qui voulait se lancer, on a la flamme, on est tête brûlée quand on est adolescent. Comment il réagit par rapport à tous ces gens, cet écosystème qui est très en place, quand il veut se lancer avec ses rollers, quand il veut se lancer dans le haut niveau, tu vois? Est-ce que toi, tu Moi as eu des freins, tu as eu des ouais, difficultés? alors j'ai eu des freins, des difficultés, comme tout le monde, heureusement comme tout le monde, mais si tu veux, je suis quelqu'un fondamentalement qui ne voit jamais les problèmes et qui voit que les solutions et qui a un ultra positif. Et donc, ce côté rêveur du gamin que tous les gamins ont avec des étoiles dans les yeux en se disant, «Ah purée, ça serait génial, je rêve de pouvoir aller, sur la lune». J'en sais rien, tu vois? Mmh. Bah, moi, je l'ai toujours à 45 ans et je réagis comme un enfant de 10 ans à chaque fois que j'ai un projet qui me vient dans la tête. Et donc, si tu veux, et je me laisse jamais polluer par l'extérieur. En réalité, dans ce monde, on croise des gens qui, qui ont peur de prendre des risques ou qui ont eu leurs rêves cassés par leur éducation et leurs parents et qui ont tendance, par finalement frustration un petit peu interne, à inconsciemment évidemment, à casser le rêve des autres. Donc en fait, quand un projet quel qu'il soit, il commence avec le rêve. Si on ne rêve pas que c'est possible, bah, ça ne le sera jamais, quoi. Il faut déjà, dans le rêve, imaginer que ce soit possible et après se battre. Et donc en fait, je me laisse pas jamais polluer par l'extérieur. En réalité, les barrières et tous les problèmes que je peux avoir, c'est comme de l'eau qui glisse sur ma peau, je m'en fiche complètement. Ça arrive, et quand ils sont là, je me bats pour résoudre le problème, sans état d'âme sur le problème. Je m'en fiche en fait. Il y a qu'une seule chose qui compte pour moi, c'est l'objectif de ce rêve que je. C'est en réalité, c'est comme si je suis en train de courir et que je vois une étoile au loin du rêve que je veux atteindre. Et je cours avec le sourire vers cette étoile et j'ai toute la journée des gens et des problèmes qui qui se mettent face à moi et qui me tapent et qui me rendent la vie dure, Mmh et mh. avec le sourire et la positivité, je tombe, je me relève et je continue à courir et j'évite et je cours et je cours et je cours et je cours, et comme ça sans relâche. Et donc en fait, ça permet de ne jamais avoir la moindre peur du lendemain. Parce que je peux pas avoir peur de l'échec, parce que je sais que en réalité, c'est le Ça doute fait partie du, en fait, le doute n'existe pas. L'échec existe
mais le doute n'existe pas. Il y a des gens qui doutent énormément, qui sont là à se dire: «Ah mais qu'est-ce qui se passerait si je n'y arrive pas? Si dans un an j'y suis pas là? Si je n'arrive pas à lever de l'argent? Si ma boîte ne marche pas?» Des si et des si et ils ont des doutes et ils sont assommés par les doutes. Moi, j'ai la chance qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que je sais que je peux me planter. C'est la réalité, c'est un fait. Je peux rater, mais et c'est pas très, très grave parce que si je rate, bon, ben, j'aurais raté, j'aurais appris de cet échec et je rebondirai, je remonterai d'une façon différente et cetera et cetera. Mais donc si tu veux, je ne suis pas pollué, je suis pollué que par des choses réelles, concrètes et simples, en fait. Il y a D'accord. rien de superficiel qui me pollue. En fait, je suis que dans le concret et pas dans l'imaginaire. Et je sais en fait que comment dire, l'excès de petits pas journaliers me font de plus en plus me rapprocher de mon étoile. Je ne sais jamais quand je suis au loin et que je vois ce rêve qui est loin de moi, comme une étoile, on n'arrive jamais à évaluer la distance. Et de toutes les façons, il ne faut pas essayer de l'évaluer parce que si on se dit, il faut absolument que je sois là, que je sois arrivé à mon projet dans 2 ans, peut-être que pour réaliser ce projet, 2 ans, c'est injouable parce qu'il est trop loin, il est trop difficile. Il en faut, dans un truc record, peut-être 5 ans ou peut-être 10. Donc en fait, je ne mets jamais la distance de cette façon-là. Je reste passionné et j'avance comme une machine. En fait, une machine qui met les pieds devant l'autre toute la journée comme un dingue, comme un dingue, comme un dingue. Et en fait, je fais ça 19 heures par jour pendant des années, des années, des années, jusqu'à que j'y arrive. Et donc c'est pour ça que je sais que je ne peux pas perdre, parce que même s'il y a des échecs, en réalité, vu que je n'abandonne pas, tant que je n'ai pas abandonné, je ne me suis pas avoué vaincu. Et donc même quand des projets, par exemple, j'ai monté des films, j'ai essayé de monter des films à Hollywood qui pour le coup ne se sont pas faits, certaines personnes peuvent le voir comme un échec. Moi, je le vois pas comme un échec, puisque pour moi, je n'ai pas encore abandonné. Pour moi, j'ai mis le projet dans un tiroir en faisant une stratégie différente pour aller dans le projet après. C'est une, fondamentalement une façon d'être branché psychologiquement. Et ça, c'est important que les gens en prennent conscience parce que on a tous, je suis pas plus doué qu'un autre, on a tous ces mêmes capacités, mais simplement, on se laisse polluer par, par les doutes, par l'extérieur, par le qu'en dira-t-on, par un certain nombre de choses. Et donc en fait, il faut arriver à prendre conscience que beaucoup de barrières sont des barrières intérieures qu'on se crée à soi-même et essayer de les casser. Oui, c'est ça, c'est des barrières limitantes que nous-mêmes, ou la société nous met, Bah oui, la ouais. société nous dit, il faut faire des études. Alors oui, je suis pas du tout contre l'école. Franchement, quelqu'un qui a un bagage énorme de connaissances, c'est évidemment un avantage parce que Une si richesse, oui. tu une richesse, si tu moi il y a beaucoup de métiers, par exemple dans les télécoms, bah, j'ai dû apprendre à nouveau the hard way, c'est-à-dire que j'y connaissais rien, donc j'ai dû aller chercher l'information à droite, à gauche, et cetera. Si j'avais fait des études là-dedans, j'aurais gagné du temps parce que j'aurais su déjà tous les clés du métier des télécoms. L'école t'apprend les choses d'une façon scolaire, donc tu es en quelque sorte passif à devoir emmagasiner l'information. Et quand tu rentres dans la vie active, c'est beaucoup plus dur parce que dans la vie active, ce n'est pas le passif qui prévaut, mais c'est l'actif. Et donc, si demain, en tout cas, je crée une école, je créerai une école différente dans sa structure, qui sera une école d'actifs, où en réalité, ça sera l'élève qui ne fait que lui-même les choses. Et à la fin, quand il ne sait plus comment trouver la solution, le prof lui donne le petit astuce pour débloquer le truc. Mais il n'y aura pas un cours dans mon école où ça sera le prof qui donnera un cours, où ça sera toujours l'élève qui doit faire l'élément. Tout à fait. Bah, complètement. Bah, écoute, ça fait, une belle transition par rapport à ce que je voulais, évoquer avec toi justement. Comment tu as, pour revenir un petit peu sur ton parcours, comment tu es passé, j'ai envie de dire des tabloïds, du sport de haut niveau
à justement l'expérience entrepreneuriale. Donc, tu nous as dit un petit peu au début que tu avais déjà créé 2 boîtes dans Ouais, l'environnement, dans ouais. lequel tu évoluais et du coup, moi, j'ai envie vite de savoir comment est-ce que tu as switché, tu vois, en 2010, tu t'es dit: «OK, d'accord, Ben je si crée autre tu veux, chose, je vais comment faire j'ai un business». Ouais. switché ouais, comment j'ai switché, c'est que j'arrivais à un moment dans ma vie où tout se remettait en question. J'arrivais proche des 40 ans, je m'étais séparé de mon ex, je m'occupe toujours de mes parents depuis 25 ans, donc j'avais la responsabilité financière. Mmh. J'avais, pas spécialement d'argent de côté, les records, j'arrivais pas à les monter. J'avais essayé de monter le film à Hollywood que j'avais pas réussi à monter. J'avais un autre film où j'avais eu le premier rôle, finalement, qui s'est annulé, 2 mois avant le tournage. Un gros film à 7 millions d'euros de budget. Bref, il y avait plein, plein, plein de choses et je voyais bien que les records allaient être difficiles à monter et donc en fait, j'étais fatigué et frustré d'être toujours dépendant du dernier maillon de la chaîne, c'est finalement celui qui détient les finances. C'est-à-dire que on est dans un monde où si tu as envie de faire quoi que ce soit, tu es dépendant de celui qui a le chéquier finalement. Que ce soit une banque, que ce soit un privé, que ce soit une institution, etc., etc. Et donc, j'avais envie de faire des films, j'étais dépendant des studios, des producteurs. J'avais envie de faire un record, j'étais dépendant des sponsors et des institutions, etc. Et donc je me suis dit, il y en a marre d'être finalement cet artiste sportif qui a un métier d'image, mais qui est quand même dépendant toujours de d'autres personnes. Et donc je me suis dit, il faut que je change totalement d'industrie, il faut que je reparte dans tout nouveau métier et que j'essaye de créer une boîte qui vaudra beaucoup d'argent pour récupérer moi la vraie liberté d'agir. Et Et c'est là que donc tu as eu l'idée de créer On-Off? voilà, en fait, à partir de là, à partir du moment où j'ai décidé fondamentalement de changer de vie, c'est-à-dire de mettre tout cet aspect artistique, sportif, télévisuel de côté pour essayer d'aller dans une industrie dure et créer un truc là-dedans. Aussi, j'avais envie de sortir mon image et d'être uniquement le sportif ou le présentateur télé et pouvoir vraiment être entrepreneur parce que dans le sport, j'étais finalement déjà plus qu'un sportif, un entrepreneur parce que les sports extrêmes ne permettent pas normalement d'avoir autant de notoriété ou autant de sponsors, etc., etc. Et j'ai réussi à le faire en étant plus ingénieux médiatiquement, en montant mes propres records, en fabriquant mes propres produits à mon image, en gérant, etc. Donc finalement, les gens ne me voyaient que comme un sportif, mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que cette image de sportif populaire qu'ils voyaient dans les médias ou dans les records, c'est qu'en fait, j'étais arrivé là parce que j'étais déjà un homme d'affaires à créer des records, à faire en tout cas des choses un peu inhabituelles. Et donc, j'avais un peu cette frustration d'être vu uniquement en tant que sportif par rapport à d'autres entrepreneurs qui étaient des vrais entrepreneurs, alors que moi, je me voyais déjà un peu comme un entrepreneur. Donc, la Ouais, pour eux, pour eux, mélange, tu étais un showman, tu étais un performeur et ça et s'arrêtait les gens ne se rendaient pas compte que c'est moi qui coproduis l'événement de la Tour Eiffel et que c'est vraiment moi qui étais chercher les autorisations, le budget, etc., ce genre de choses. Et donc, je me suis dit, et c'est pour ça que c'était un mélange de tout ça, entre ce sentiment, le sentiment de vouloir la liberté financière, le sentiment que j'arrive à 40 ans, que j'étais sur un lit d'hôpital, j'avais la jambe cassée, etc., etc. Et donc, j'ai écrit une sorte de formule magique de 8 points, et je me suis dit, ma nouvelle idée va rentrer dans ces 8 points. À partir du moment où elle est dans ces 8 points, je serai sur des bonnes bases. Sur de bonnes bases. Et donc les 8 points, c'était choisir la plus grande industrie au monde, c'est pour ça que j'ai pris télécom, ubériser cette industrie, l'expérience utilisateur est roi, être propriétaire de sa marque, vendre le même produit dans tous les pays, choisir une distribution mondiale, choisir un produit digital qui soit vendable 24 scalable. heures sur 24, etc. Et inventer quelque chose qui n'existe pas. Voilà, c'était ça les 8 points. Et c'est comme ça que j'ai imaginé On-Off et que j'ai décidé de me lancer. Impressionnant en tout cas cette histoire, je pense qu'elle va inspirer pas mal de monde et je peux te demander pourquoi tu as appelé, ta société On-Off? D'où était venu le nom?
Écoute, en fait, j'en avais discuté avec mon père et je crois que c'est mon père qui avait eu, parce malgré qu'il ne sait pas parler anglais, je lui avais suggéré différents mots et c'est lui qui avait pensé on-off. Et en fait, c'est simplement parce que tu mets ton numéro on ou off, tout simplement. Tout simplement. Et en plus, Bah ça se oui, retient bien. bah oui. En fait, ce qui est important dans une marque, c'est qu'elle soit le plus court possible, qu'elle soit évidemment disponible sur les noms de domaine et sur des marques à déposer, qu'elle soit si possible anglophone et un mot anglophone qui est suffisamment connu de la planète entière, Et même pour des utiliser. gens, même pour des gens qui ne parlent pas la langue et qui a en plus un lien avec comment dire, avec le produit. Là, l'avantage on-off, même quelqu'un qui parle pas anglais, il sait dire on ou off, quoi. Et ça collait avec le produit et c'était court et c'était pas déposé, et voilà. D'accord, super. Bah, justement, pour en parler un petit peu plus en profondeur, tu l'as évoqué en introduction tout à l'heure, mais voilà, on-off, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Alors, que vous on-off, proposez du coup chez on-off, c'est simple. En fait, on est aujourd'hui, ça a beaucoup évolué depuis la création, mais aujourd'hui, on est, on va dire, un opérateur télécom dans le cloud qui propose plusieurs services de cloud, mais notre produit principal, c'est une application mobile téléchargeable sur Apple Store et Google Store qui permet en un clic d'ajouter un deuxième numéro de mobile, un deuxième 06. Et D'accord, donc, donc ça moi veut, j'ai une carte SIM déjà et je peux passer par ton service pour avoir 3, 4, 5 numéros de téléphone si je le veux. Exactement. Alors, en général, les gens ont besoin d'un deuxième numéro pour vendre leur voiture sur le bon coin. Comme ça, une fois qu'ils ont vendu leur voiture, ben, ils jettent le numéro et ils sont pas emmerdés. Le numéro, il est vendable, il est vendu à de 3,50 € par mois, ce qui donne des appels et des SMS illimités et MMS. Et donc, globalement, tu te prends un numéro pour vendre ta voiture sur le bon coin ou un numéro pro perso ou même un numéro pour faire de la rencontre. Donc en fait, quelqu'un qui s'inscrit sur Tinder, il veut peut-être pas donner son numéro et là il donne un numéro comme ça. Mais D'accord, laissez, mais là, vas-y, ouais, continue. justement, j'allais te demander du coup quel est le type de client, mais tu as répondu à la question et donc la boîte a été tu l'as créée en 2014 si je me Voilà, je l'ai créé en 2014 écoute, maintenant en quelques mots, on est 60. On va finir l'année 2020 autour de 10 millions de CA. On a dépassé enfin le million d'euros de chiffre d'affaires mensuel. Et enfin, la boîte est rentable. Donc ça a été un aboutissement incroyable. oui, parce que vous J'ai êtes eu, passé par différents process de levée de fonds aussi, ça a 2016, été 10 millions, compliqué, bien sûr, hyper 10 millions. Je compliqué. sais pas si tu veux revenir Ouais, là-dessus un ouais, peu pour parler je ton peux expérience? revenir un peu, ouais. En fait, les fonds d'investissement n'y croyaient pas au début parce que c'est un monde régulé, les télécoms, etc. Très, très compliqué la barrière à l'entrée est dure, Mmh. technologiquement et légalement. Et donc, j'ai dû lever avec plein de personnes privées que je connaissais ou que je connaissais pas. Et donc, j'ai été dans un sorte de levée de fonds continuelle pendant 4 ans. Donc, j'ai convaincu finalement 130 personnes qui m'ont donné 10 millions d'euros. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer pendant 4 ans et pas fermer la boîte. J'ai failli fermer la boîte 10 fois. Ça a été un cauchemar. Je me suis retrouvé avec 1 million d'euros de dette, compte bancaire presque fermé, etc. C'était très, très, très dur. Mais heureusement, tous les mois, in extremis, j'arrivais à trouver 100 000, 200 000, 300 000. En fait, il fallait que je trouve tous les mois, en 23 jours, 250 000 euros et j'avais jamais un mois d'avance. Mais écoute, j'y arrivais comme ça à chaque fois. Et heureusement, je touche du bois, j'y suis arrivé à chaque fois. Et au final, les fonds d'investissement ont rajouté 10 millions d'euros de plus, finalement 10 fois plus cher que la première valorisation. Et ça m'a permis de structurer un peu mieux le groupe, de penser à l'avenir, etc., etc. Donc ça, c'était cool. Et voilà. Et maintenant, le groupe change beaucoup parce que maintenant, on n'a plus que l'application de double numéro. Maintenant, comme je le disais avant, on fait des télécoms au sens beaucoup plus large. On fait des services entreprises où on vend des systèmes d'appel moins chers vers l'international ou des systèmes de flotte de numéros à travers un off business. Et on lance prochainement la possibilité aussi d'inclure des numéros de mobile à l'intérieur de Microsoft Teams. En plus, tu as des opérateurs comme Bouygues qui ont intégré notre solution. Donc, il y a plein de trucs super qui sont arrivés depuis, hein.
C'est super impressionnant, Taïg, en tout cas. Tu disais que tu venais pas du tout du télécom. Comment Ouais. comment tu t'es lancé du coup dans cet univers? Tu as dit c'était très fermé quand même. Il y a même, une autorité qui a sanctionné, ce secteur-là parce qu'il y avait de la il y avait un Ouais, peu, ouais, des il y a clusters. toujours il y a toujours il y a des régulateurs, il y a un régulateur télécom en France, c'est lui qui régule le monde des télécoms. Donc en fait, moi je partais de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que vu que je n'y connaissais rien, je suis parti d'une vision de me dire je vais mettre les numéros de mobile dans le cloud comme comme un mail ou nos musiques sur Spotify ou nos films Bien sur sûr. Netflix. En gros, je me suis dit il faut que j'invente un truc que j'appellerais le cloud number. Et donc j'ai commencé à embaucher des ingénieurs télécoms et à les tanner pour trouver des solutions pour le rendre possible. Et à chaque fois, il me disait ce qui était possible et pas possible, aussi bien techniquement que légalement. Et donc, je me battais pour essayer de trouver des parades pour faire en sorte que ça marche, à Mmh. convaincre le régulateur, à monter des solutions techniques pour à la fin construire la vision que j'avais eue c'était comme voilà, si j'avais cette étoile et il y avait toutes ces barrières techniques et régulatoires qui s'offraient à moi et j'essaie de me battre pour les surpasser. Mais heureusement que j'ai pu lever de l'argent parce que grâce à cet argent, j'ai pu embaucher des ingénieurs parce que construire une solution télécom, ça coûte beaucoup trop cher pour que je puisse le financer. Ça coûte des millions et des millions d'euros, quoi. Donc moi, j'avais pas cet Donc du argent, coup, oui, évidemment. tu t'es entouré de personnes qui étaient dans la télécom, il me semble? Évidemment, évidemment, ouais, j'ai embauché un ingénieur, 2, 3, voilà, jusqu'à télécom ou même applicatif, parce qu'il fallait la partie télécom, mais il fallait aussi la partie applicatif. Donc c'était pas simple parce qu'au début, la première année, j'avais 20 ingénieurs au bureau, la deuxième année, on est monté à 40. Et donc j'avais 40 personnes au bureau que je devais manager, mais je ne savais pas comment les manager, j'y connaissais rien. Et donc, en fait, c'était comme si c'était eux mes profs au début, puisque je leur posais des questions bêtes toute la journée. Et quand dès qu'ils me répondaient, je comprenais leurs réponses et j'allais plus loin dans ma réflexion pour les challenger, pour les pousser dans leur retranchement, pour que eux pour toujours aller plus loin. Et grâce à ça, plus j'allais profondément, plus je comprenais les solutions techniques. Et à la fin, j'ai eu à force de travail, hein, mais quand on fait ça 6 ans toute la journée, on devient expert télécom soi-même. Et j'ai même inventé des brevets dans les télécoms et j'ai réussi à faire changer un peu la loi dans les télécoms en France, puisque le régulateur a fait évoluer la loi française dans les télécoms avec les inventions que j'ai pu faire. Ouais, justement, j'allais te dire, tu es devenu un expert incontournable maintenant Ah ben oui. du télécom. Ouais, c'était aussi une façon de lever de l'argent, si tu veux. Quand je dis de lever de l'argent, c'est que quand j'allais voir des investisseurs, à juste titre, les investisseurs ils me disaient, mais attends, toi, t'es rollerman, qu'est-ce qui nous prouve que tu racontes pas des conneries et que ton idée de télécom est faisable? Si j'avais eu des petites lunettes et j'avais fait une école télécom, ils m'auraient plus cru que si j'arrivais en béquille en tant que rollerman, tu vois? Et Mmh. donc, le seul moyen de les convaincre, c'était moi-même de devenir un expert et de leur dire, écoutez, vous pouvez embaucher un expert télécom, un chef architecte télécom à la journée, ça va vous coûter 1000 euros. Mettez-le face à moi et vous verrez, c'est moi qui vais le challenger et lui apprendre des choses. Et c'est ce que certains ont fait, et c'est ce que font encore des fonds. Hein. Ils me mettent face à moi un expert télécom vu que je suis incollable, je suis incollable, bah, j'ai travaillé. Je suis pas du tout plus doué qu'un autre ni quoi que ce soit, mais puisque j'étais face à ce mur toute la journée pendant des années, et ben évidemment j'ai posé toutes les questions inimaginables, compris les systèmes, trouvé des parades, etc., etc. Et donc j'ai la réponse technique ou régulatoire quasiment à tous les problèmes en relation avec les télécoms. Mmh. Ah, c'est super inspirant ce que tu nous dis parce qu'il y a quand même des choses qui ressortent de ton discours et qui, j'espère, fera écho au maximum de Ouais, l'auditoire. C'est que quelque part, on peut venir d'un milieu qui est totalement différent de l'entreprise où on est. Si on a la curiosité et il y a quand même une valeur que tu as très longuement précisée, c'est la valeur travail que tu as. ah bah, Et c'est sûr. rien ne se fait comme ça en claquant des doigts. Frédéric Mazzella utilise souvent, l'image que l'entrepreneuriat, c'est un immeuble dans lequel il y a pas d'ascenseur et pour aller en haut, il faut J'aime prendre bien les cette escaliers.
Exactement, exactement. En Tu vois, fait, ça me j'a rappelle ça, parce que tu me dis. ouais, j'adore cette phrase, c'est Fred qui me l'a dit également. En fait, ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est qu'on a tendance à croire qu'il y a des raccourcis pour arriver en haut. Comme Fred le dit bien, un ascenseur. Parfois, on se dit, ah ben putain, tiens, il y a une route un peu facile, tiens, je fais Ouais, un super deal, et là, hop, j'ai appuyé sur un bouton, et d'un coup, j'ai l'ascenseur qui m'a emmené tout en haut. c'est En ça. réalité, c'est pas ça la vie réelle Mmh. des entrepreneurs, c'est la galère. C'est la galère tout le long. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est quand on regarde un peu ceux qui sont aux étages au-dessus, on a envie de se dire: «Il y a un raccourci, il y a forcément quelque chose Exactement, exactement. Mais il qu'on n'y a peut pas de faire». raccourci, c'est la galère. Ah là là. Eh ben, écoute, merci pour ce témoignage sur ce sujet-là. C'est super intéressant parce que tu as quand même un parcours assez atypique Mmh. et pourtant Merci. avec une belle réussite. On souhaite encore, une longue réussite à O9. Bah, J'espère. justement, bah, il y a pas de raison. Avec un CEO comme toi, je pense que ça peut que aller et justement, j'avais envie d'évoquer un petit peu le sujet actuel avec le lockdown, tout ce qui est avec, cette année 2020 là, qui s'est passée, qui était difficile pour beaucoup de monde. Comment vous, Ouais. vous l'avez géré chez Onov, tu vois, en interne et par rapport à ton business, est-ce que tu as eu un impact? Écoute, moi, heureusement, le business d'Onoff n'a pas eu d'impact. On n'a pas baissé notre chiffre d'affaires, voire même un peu augmenté. D'accord. Donc alors on a bien sûr on devait faire une grosse levée de fonds en 2020 qu'on a décalé à 2021. On a sécurisé financièrement l'argent qu'on avait en banque. On a dû licencier un peu quelques mecs, ce qui était difficile. Mais globalement, on a fait ce qu'il fallait faire par rapport à la crise pour pas être en danger, mais notre business a continué à grandir et on n'a pas été touché et on sort en tout cas de cette période vraiment, vraiment beaucoup mieux. Après, on a de la chance parce qu'on est dans les mondes des télécoms. Je plains toutes les sociétés. Ça doit être extrêmement dur quand tu travailles des années ou toute une vie pour créer un business et quand tu vois ce qui se passe, d'un coup tout s'effondre et tu perds tout. Ça doit être vraiment une injustice extrêmement difficile à vivre. Parce que Bah, bien quand sûr, c'est même pas de justement, ta faute, oui. ouais, ouais, tu dis Ouais, justement? ouais, justement par rapport à toi, ton expérience, tu l'as vécu, tu as créé des boîtes dans l'événementiel. Là, c'est vraiment, Ah pour le bah là, coup, ils ont il y été a des touchés potes de plein fouet. ouais, il y a des potes qui ont tout perdu, ou en tout cas pas tout perdu, mais qui se retrouvent vraiment mal en point. Mais c'est surtout ce qui est extrêmement frustrant, c'est cette injustice que l'on vit. C'est-à-dire que moi, bon, après ça c'est un sentiment personnel, évidemment, la Covid, comme maintenant on dit la Covid. Donc évidemment la Covid est dangereuse. Malheureusement, il y a des morts et j'ai vraiment une pensée pour toutes les familles, mais je trouve qu'au-delà de ça, on marche totalement sur la tête. C'est-à-dire qu'il y a une démesure entre la réalité de cette maladie et la situation dans laquelle on est. Moi, je vis en Estonie. En Estonie, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de confinement. La vie va très bien. Bien sûr, on fait attention, mais on n'est pas du tout dans cette peur panique délirante. Donc ça, je trouve scandaleux et honteux pour si peu de malades, de mettre des millions de personnes au chômage et de tuer toute une économie, d'endetter tout un pays. Voilà. Et alors, bien sûr, que des vies, il n'y a pas de prix pour des vies, bien sûr, mais on est dans un monde, la- on peut pas être dans un monde où personne ne meurt. Malheureusement, il y a des gens qui meurent de la grippe tous les ans, il y a des gens qui meurent du cancer tous les ans. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres des morts du corona, je crois qu'on est à peine à 3 fois plus que la grippe de l'année dernière. Donc, c'est 3 fois plus, c'est 3 fois trop. Évidemment, c'est catastrophique pour les gens qui ont perdu leur famille. Moi, mes parents sont âgés. Évidemment, j'ai peur pour eux comme tout le monde. Mais en comparaison avec des millions de personnes au chômage qui ont tout perdu, les suicides, les divorces, tout ce genre de choses, la crise économique, c'est délirant. C'est une double pensée pour tous les gens qui ont tout perdu. Moi, heureusement, j'ai la chance de ne pas être là-dedans.
Écoute, super, merci pour ce partage. J'avais envie de revenir un petit peu sur, ce que tu disais au tout début, notamment par rapport à t'extraire de ta condition, faire en sorte que tu puisses toi, monter ton business, aller chercher justement, la réussite par toi-même. Bah, pour faire le pont avec aussi quelque chose qui te tient à cœur, c'est notamment, l'aide aux, entrepreneurs, donc des entrepreneurs par exemple comme C'est moi, ouais, Senpai, dans le exactement. cadre notamment de ton engagement au French Tech Tremplin. Donc, Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, tu es un ambassadeur, un mentor de ce programme-là. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui, toi, est important, en tant que mentor aîné? Pourquoi je me suis engagé là sur ce programme, le programme Tremplin? Parce que justement, on moi, je venais exactement et je viens toujours, de toute façon, je me sens pas différent pour un sou, mais je me rends compte que ce qui manque, c'est vraiment la connaissance de ce métier, les clés, les contacts. C'est-à-dire que quand tu sais comment monter une boîte, comment monter une équipe, un business plan, un business model, trouver son pitch, savoir pitcher, je veux dire, tout ce genre de choses, l'industrie de la tech est extrêmement ouverte et en plus, dans des gens qui sont de milieux différents, etc., il y a des idées encore plus neuves et incroyables. Pour rappel, Steve Jobs, il venait, il a été adopté par ses parents, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que la diversité, d'une façon globale, ça permet de donner une diversité d'idées et donc diversité de projets et d'avoir des trucs incroyables. Mais tout le problème principal, c'est la connaissance des clés de cette industrie. Et c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure au début, c'est que moi, je n'étais pas de ce monde, donc je n'avais pas les clés de ce monde. Et demain, j'aurai des enfants, et ben je leur donnerai ces clés. Ils sauront comment on construit un business, comment on crée une boîte, comment l'industrie fonctionne, comment l'économie fonctionne, comment les systèmes de contrats juridiques, etc. Mmh. Et donc, l'engagement dans ce programme tremplin, c'est justement quand on est en bas de l'échelle, qu'on n'a pas les clés et qu'on est tout seul et qu'on a des idées et qu'on a envie On n'a de pas fait d'études. sortir, on n'a pas fait d'études, voilà, on a envie de sortir de, en quelque sorte, De sa condition initiale. de sa condition initiale qui nous, malheureusement, qui est super, parce que moi, je suis fier de mon milieu, père algérien, mère grecque, etc., mais qui aussi peut nous bloquer dans certains cas, si on a envie d'évoluer vers le business, puisque mes parents n'étaient pas des businessmen. Donc voilà, et pouvoir transmettre tout ça. Et finalement, quand je regardais à travers France Digital et tous les programmes qu'ils avaient avec France Digital ou la French Tech, etc., bah, lequel qui me portait, qui me collait plus à la peau, c'était celui-là parce que c'est exactement moi. Voilà, étant né de l'immigration, en n'ayant jamais fait d'études, parti d'en bas, avoir l'image du sportif au début dans les dîners, quand les gens me disaient, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ben, je leur disais, ben, écoute, je suis en train de créer un opérateur télécom. Les gens, réellement, autour de la table, explosaient de rire et me disaient, non, non, mais sérieux, tu fais quoi maintenant? Parce qu'ils pensaient que je faisais une blague. Parce qu'en termes d'image, j'avais l'étiquette du sportif qui ne pouvait pas créer ce genre de choses, tu vois? Donc, c'est Mmh. tout ça, c'est tout ça que j'ai envie d'essayer de transmettre voilà, avec ce programme tremplin. Et ce programme tremplin, c'est rencontrer bah, des jeunes ou pas jeunes, hein, en tout cas des gens qui veulent entreprendre et qui ont besoin quelques conseils pour voilà pour faire des miracles. Par contre, ce que j'ai envie d'essayer de faire avec ce programme, c'est pas me limiter à quelques parrainages ou entrepreneurs, parce que je crois que Ouais. sur le programme, voilà, sur le programme tremplin, il y a pour l'instant, je sais, j'ai pas les chiffres en tête combien il y en a qui sont parrainés par an, mais c'est pas illimité. Une centaine, oui. Oui, voilà, quelques centaines. Mais donc, un truc qui est important, c'est de faire en sorte que tous les entrepreneurs de France Digital, etc., puissent raconter leur histoire sur chacun des sujets et que ces sujets soient filmés et enregistrés et qu'ils soient diffusés
sur des vidéos, et ça c'est quelque chose que je suis en train de préparer avec France Digital, pour avoir un sort de tutoriel par thème, où il y a sur chacun des thèmes tous les entrepreneurs qui peuvent donner des conseils et leurs anecdotes. Parce que j'ai pas plus de savoir qu'un autre, et moi j'ai mes anecdotes qui me collent à la peau, mais il y a d'autres entrepreneurs qui en ont d'autres. Et donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune ou pas jeune, quelqu'un qui veut entreprendre et qui n'a pas les clés, il pourra regarder ces tutoriels par sujet et regarder toutes les vidéos sur chacun des sujets et voir et voir les réponses qu'il a Bien sûr. besoin de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et Et s'en donc, inspirer et s'en et aller inspirer, comment tu construis ton pack d'actionnaires, comment tu fais pour avoir garder le contrôle de la société, est-ce que tu t'associes avec des associés ou pas? Chacun, tu vois, moi par exemple, j'ai pris le choix de pas m'associer. Alors maintenant, j'ai des collaborateurs, mais j'ai pas pris de cofondateur. Ça a été un choix. Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui ont d'autres histoires où c'est justement, eux, ils ont pris le choix d'avoir des cofondateurs. Et donc, quand tu veux entreprendre, avoir ces vidéos qui te permettent de comprendre, parce que en réalité, c'est un langage. Quand je faisais du roller, je connaissais le langage des sports extrêmes. Donc j'avais tous les langages de la ride, etc. Dans le monde de la tech, surtout avec les investisseurs, etc., si un investisseur, il a face à lui un entrepreneur qui n'a pas les clés dans le vocabulaire de savoir pitcher comme il faut, connaître les mots, les raccourcis, un MAU et ce genre de choses, le fonds d'investissement, il aura tendance à avoir un peu plus peur parce qu'il dira c'est peut-être pas un gars de mon monde. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Ils parlent pas le même langage que Il moi, parle mal, on peut pas se même langue, comprendre. voilà, on peut pas se comprendre, il a pas les réflexes de Mmh. l'industrie, et cetera, et cetera. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve à quoi? On se retrouve, la majorité des entrepreneurs sont finalement des blancs de 35 ans qui ont fait des grandes études à Paris. J'ai rien contre, moi, moi-même, je suis, même Oui, si la c'est un région pas constat, algérien, mais c'est un constat. Mais c'est parce que ces gens-là, dans ce milieu parisien et beaucoup masculin, on leur donne, ils s'échangent ces clés-là et donc ils les ont et ils ont ce langage et cette réflexion de pensée pour trouver leur business model, etc., etc. Alors que si tu le donnes à plein de jeunes de partout dans le monde, et voilà, et ben, tu auras des entrepreneurs qui vont arriver avec des idées et des projets qui vont peut-être évolutionner et devenir le Facebook de demain ou le Google de demain. complètement. Bah, écoute, super, ton engagement, bah, je peux que le saluer. Donc, merci de la part de toute la communauté, Écoute, c'est Friendship, gentil. vraiment trop plein pour ton engagement et en tout cas, participe justement avec notre projet, nous, chez Senpai, Bien sûr. à à faire la promotion de la pluralité et que la force et la richesse vient aussi de la diversité et que c'est pas juste un hashtag pour faire du buzz sur internet et que Ouais, derrière, oui, effectivement, c'est ancré dans notre racine donc, bien je veux sûr, bien je peux sûr. qu'aller dans Bien sûr, bien sûr. Ce que je n'ai jamais par contre voulu faire, c'est me positionner uniquement dans la diversité. Parce que si tu veux, si tu te positionnes dans la diversité uniquement, c'est déjà une forme de discrimination. Le meilleur moyen de ne pas faire de différence, c'est de même pas parler des en différences. parler. Voilà. Donc moi, en réalité, je n'en parle pas. Pour moi, quel que soit ton milieu, ta nationalité, tout ça n'a pas d'importance. Il y a une chose qui est importante, c'est le manque de connaissance de cette industrie. Parce que quand tu as ce manque de connaissances, eh ben, tu n'arrives pas, tu n'en fais pas partie et l'industrie ne s'ouvre pas à toi. Et donc, C'est c'est là où tu ça es derrière. voilà, et c'est ça que j'ai envie de débloquer. C'est super. Et ben C'est écoute gentil. Taïg, je pense qu'on arrive un petit peu au terme de ce podcast. On a évoqué pas mal de choses et Merci. c'était super inspirant. Peut-être Bah, pour écoute, bonne conclure, est-ce que chance à toi en tout cas pour ton projet, hein, et écoute, fonce pareil, voilà, il faut,
rebondir, se challenger, motiver, aller de l'avant et à partir de là, voilà, tout est possible, quoi. Ah, merci beaucoup, on appliquera avec attention tous tes conseils et du coup peut-être, tes petites actus, est-ce que tu as des choses pour la conclusion à nous dire sur on-off, même sur ton actualité à toi, hein, Taïg? Pas spécialement, pas d'actu particulière. Bon, on prépare peut-être des grosses levées sur on-off, mais on verra si ça se fait ou pas sur 2021. Il y a un autre projet que je vais annoncer prochainement, mais pour l'instant, c'est encore un peu D'accord, secret. on regardera. Donc voilà, on regardera mais non, pour l'instant, on prépare l'année 2021, mais en tout cas, en 2021, il y aura pas mal d'annonces, ouais. Eh bah, écoute, le message est lancé. On restera sur les réseaux sociaux pour surveiller un petit peu ton actu. Eh ben, merci beaucoup Super. Taïg. Écoute, merci David, hein. À bientôt et on se parle très vite et n'hésite pas. OK? Super, merci beaucoup Taïg, salut. Merci. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.